Mer- Merci, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'emblée dire, témoigner la reconnaissance ou alors l'estime pour la modeste personne que je suis par rapport à cette invitation. J'avoue que je l'ai dit, c'est mon premier panel TikTok. Donc les gens m'excusent. Vous savez, l'âge et les mentalités, c'est pas souvent évident. Mais depuis 1 heure de temps, j'ai pris 2 heures, j'ai pris la peine de parcourir cette page pour essayer de voir. J'ai constaté qu'il y a souvent un travail immense, vraiment, qui est abattu de ce côté dans le cadre de la sensibilisation, de l'éducation des masses à la citoyenneté, surtout à l'initiation politique. Donc, je dis bravo et à toi et bravo à tous ceux-là qui participent souvent. Parce que lorsqu'on est dans un cadre d'échange, on ne vient pas uniquement pour apprendre, mais aussi pour passer le message aux autres. C'est une plateforme où chacun essaye de partager ce qu'il a, ce qu'il connaît, ce qu'il perçoit des choses de la vie au quotidien. J'avoue que j'ai été tout à l'heure quand même dans la présentation. Je me suis demandé, mais le cadre de PCN que je suis, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que les questions-là doivent être posées, mais je suppose que ça fait partie des attentes. Et le PCR n'est pas un parti fuyard. Nous sommes des assumistes, nous assumons toutes nos responsabilités. Donc, les invités, que les habitués de ce panel se sentent aise dans tout ce qu'ils auront comme préoccupation, tant que c'est à notre niveau. Modestement, on ne manquera pas d'apporter ce que nous savons de ce qui se dit, de ce qui a été fait. Donc, bref, je suis là. Peut-être c'est Sokader au Cameroun qui va nous déranger parce que nous sommes dans le noir. On ne sait pas si ça va tenir, mais je suis là. Je ferai le max tant que la batterie ne me lâchera pas pour aller dans le sens de satisfaire les personnes qui ont sacrifié de leur temps, de l'heure, du moment, des activités pour être présents sur cela. Voilà, c'est tout ce que je peux dire comme premier jet. Merci vraiment, merci pour tout.
Ok, mais moi, je vous avoue que, oui, je vous avoue que vous m'avez permis de me découvrir. Vous m'avez permis de me découvrir parce que généralement, je ne m'attache pas sur les responsabilités, sur les titres, mais je crois que tout ce que vous avez dit là, vous avez dit l'essentiel. Je crois que vous n'avez rien inventé. Je tiens d'ailleurs à vous dire bravo parce que je ne sais pas comment vous avez procédé pour avoir tous ces renseignements sur ce que je suis ou bien que j'assume officiellement dans le parti et dans ma vie académique. Peut-être tout ce que je peux ajouter à la suite parce que j'imagine qu'il y a les femmes aussi qui sont souvent attachées à ce panel pour dire que je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Donc, pour que ça soit clair, non, c'était juste pour amuser la galerie. Oui, je suis cofondateur du mouvement 11 millions de citoyens, je dois le dire. Je suis cabraliste de la première heure, je suis assumé souvent, je signe Félix Signé, cabraliste, pécéréniste, assumiste. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas officielles auxquelles j'ai participé activement. Donc, je peux dire, je le dis juste pour dire que mes propos ou mes prises de parole ici ce soir sont assumées et c'est en connaissance de cause que j'interviendrai. Vous avez parlé de Teuf Chaleur, là. Je lui dis bonsoir. En passant, c'est quelqu'un que j'aime souvent suivre. Parce que lui, je crois que pratiquement tous les 2 jours, mais lui, c'est pas Facebook. Je crois qu'il a aussi des directs TikTok. Mais je le suis très, très, très souvent. C'est quelqu'un qui ne garde pas vraiment sa langue dans sa bouche. C'est quelqu'un qui tient à ce que le Cameroun change en un mot comme en deux. Tout ce que j'ai constaté, c'est que lui, quand il estime que ce qu'on fait ne permet pas que le Cameroun évolue, il ne manque pas de le signaler et il le fait souvent sincèrement, donc d'une manière très très honnête parce que dans sa tête, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il veut le comprendre pour être mieux situé pour que le Cameroun soit à l'image de tout ce que tout Camerounais normal a toujours espéré pour ce pays. Donc je tiens à lui dire vraiment chapeau pour le travail qu'il abat. On a besoin de cette diaspora-là, on a besoin de ces Camerounais-là qui se réveillent tous les matins, ne pensent qu'à leur pays, à un pays différent, à un pays de leur rêve qui soit possible. Donc, je ne sais pas si c'était une digression, mais il fallait que je le dise parce que quand un homme est cité, que je connais, que j'écoute, c'est aussi l'occasion pour moi de lui témoigner vraiment toute la reconnaissance au travail qu'il a. Voilà. Disons pourquoi le mouvement Cabral, parce que nous avons été à l'élection présidentielle avec Univers sans y être militant. Mon amour avec la politique commence à l'âge de 15 ans exactement. Quand j'ai 15 ans, je regarde la société et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont très mal faites. Et on a besoin des Camerounais à ce niveau où ça se passe, où ça se décide pour que ça irrigue le pays et que le pays avance. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé que mon pays, je devrais le servir et que je vais le servir par la politique. Et tout de suite, je m'étais dit que là où il faut que ça change, c'est au Parlement. Donc, mon amour avec la politique remonte à l'âge de 15 ans et je décide que c'est par la politique que je vais servir mon pays et que je serai député, et du moins que je devrais être là où on pense, là où on décide, là où on fait les lois. Et voilà. Bon, mais le moment d'entrer en politique, je m'étais dit que c'est une activité dangereuse où je pouvais laisser ma vie à peine commencer. Donc, je m'étais dit que c'est une activité. Je ferai d'abord, je serai opérateur économique. J'éviterai le matricule dans tous les cas parce que je me disais que dès qu'on est fonctionnaire, du moins dès qu'on est agent public, c'était peut-être des pensées naïves de la jeunesse. On n'est pas très très libre dans ces marges de manœuvre qu'on veut avoir par rapport à l'avenir du Cameroun. Donc je suis l'un des rares Camerounais à avoir passé tout son temps au Cameroun et n'avoir jamais présenté un concours administratif parce que je disais que ça allait me déjouer de la trajectoire. Donc
que, il me disait donc à l'âge de 60 ans, je vais faire la politique. Mais sauf que en 2017, pendant que je suis en train de suivre une sortie de l'honorable Cabral Libi, de M. Cabral Libi à l'époque, pendant les Jeux universitaires, puisque je suis moi-même en même temps à l'université de Soie à l'époque, à Boya, qui dit qu'il va faire la politique et qu'il pense que c'est le moment. Il demandait à chaque Camerounais, aux jeunes, il disait clairement que le Cameroun, du moins ce que j'avais pu capter de la synthèse qui avait été faite à l'époque, c'est que si nous ne faisons rien, personne ne viendra le faire à notre place. Donc, du coup, je me suis dit, mais attention, ce que M. Cabral Libi dit est important. Le pays va mal, mais personne ne sortira du ciel pour venir le changer. C'est à nous de prendre donc notre destin en main. Voilà comment je cherche son numéro, puisqu'on se tamponnait à soi sans véritablement être dans les mêmes couloirs. Parce que je vous ai dit, lui, il était dans l'administration. Moi, je me disais que bon, aller dans l'administration, ça va me perdre du temps. Donc, on se connaissait comme ça. Il savait que j'étais dans mes couloirs et lui dans les siens. Je vais chercher à avoir son contact. Et tout de suite, il m'a reconnu au téléphone. Il m'a dit, mais Assoua, tu n'es pas un visage qui passe inaperçu. C'est comme cela qu'on va se retrouver et je vais lui dire, OK, si tu tiens vraiment à travailler pour que ce pays change, tu peux compter sur moi. Et je me suis mis au travail. Là, c'était après la sortie de Ange Raphaël. Je lui ai dit que, bon, ce que moi je vais faire d'abord, ce que je suis politologue, ce que je sais, c'est que lorsqu'on veut être en France, par exemple, candidat à une élection présidentielle, généralement, les premières rencontres, c'est entre étudiants, entre le candidat et les étudiants de Sciences Po. Donc, je vais organiser une première conférence à soi où il est question pour lui de venir dire aux étudiants de Sciences Po ce qu'ils pensent de l'avenir du Cameroun. Après ça, on va faire la descente sur le terrain. On va aller au Kradat puisque la première descente de Yaoundé au Kradat se tient 3 jours après la conférence de soi. Donc, j'ai envie de dire que la première action véritable de la politique, où du moins 11 millions de citoyens dans la région du centre et dans la ville de Yaoundé a lieu dans la périphérie à l'université de Yaoundé 2, soit dans les petites histoires. Les policiers du CCGN sont arrivés là ce jour autour de... Oui, allô, vous m'écoutez? Allô? Ok, je disais donc... Donc, le contact, en fait, ce que j'étais en train de dire, je crois que c'était un appel normal qui entrait, c'est ça qui a un peu perturbé. Donc, c'est comme cela que je me retrouve derrière M. Cabral Libi. On va échanger sincèrement. Il m'a dit, lui, son principe, c'est de libérer les énergies. Il veut être président, mais il pense que tous les Camerounais qui décident de travailler pour que le pays change vont trouver espace d'épanouissement autour de lui. Et voilà comment je me suis retrouvé dans l'aventure. Depuis lors, nous sommes là, chacun donne ce qui est possible à son niveau. Et voilà, donc c'est comme cela que je me suis retrouvé dans la politique. Non, moi, je ne sais pas si le parti bénéficie. Allô? Allô? Oui, je dis que je ne sais pas si le parti tire profit de ma formation de politologue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis titulaire d'un bac D, d'un probatoire C, d'un DEC en économie. Mais je décide, moi, d'aller faire Sciences Po parce que je me dis que le jour où je vais m'engager en politique, il faut que j'ai les arguments de terrain. Il faut que mon expertise serve à l'organisation. Allô? Oui, je vais revenir. Il faut que je dise à la personne de ne pas m'appeler et de joindre quelqu'un d'autre pour qu'on continue.
tranquillement. Donc, je coupe juste mon micro, le temps de demander à la personne de ne pas me joindre. Donc, je ne quitte pas. Je suis revenu, hein. Je suis là, je crois que ça va aller. Mhm. Donc, j'étais en train de dire, moi, je ne sais pas si le parti tire profit, si le parti tire profit de mon expertise de politologue. Mais moi, je me suis formé en Sciences Po pour être utile. Mais ce que je sais, c'est que le politologue, c'est celui qui est le conseiller, parce que lui, il lit avec recul, par anticipation, le comportement des acteurs dans un environnement politique, leur projection, et ça permet donc que l'appareil politique pour lequel il travaille, il donne son expertise pour que cet appareil politique se positionne dans son environnement et prenne les décisions les plus optimales dans la logique de la conquête du pouvoir. Donc moi, tout ce que je fais, c'est que à mon niveau, je travaille à mettre mon expertise, mon sens de compréhension et d'entendement des événements et des faits politiques pour expliquer à tous les camarades, de la base à la hiérarchie, de ce que je pense dans les différentes options décisionnelles. Je fais même les propositions en disant que, OK, quand on a telle situation, voilà les éléments qu'on peut mettre dans la prise de décision, voici les types de décisions qu'on peut prendre, voilà les conséquences qui peuvent nous attendre en train de maximiser nos gains et de minimiser nos pertes. Mais mon travail s'arrête là. Donc, dès que j'ai fait ces propositions, quand un responsable a décidé, ce qui me revient à moi, c'est de travailler à faire respecter sa décision. Donc, globalement, le politologue est un conseiller, c'est un stratège. Je pense, surtout quand on est dans les sciences politiques pures, c'est-à-dire la sociologie politique, ce que je pense. Non, nous parlons de la communication politique, pas de la communication du PCRN. Parce que lorsqu'on ne tient pas en compte la naissance d'une organisation, on se loigne des regards objectifs et même scientifiques sur ce que cette organisation fait. Disons que le mouvement 11 millions est un mouvement né de manière spontanée, qui n'a pas été un peu comme une association. Une association, les gens se retrouvent pour dire que voilà ce qu'on veut faire, excusez, on décide des statuts, on décide de comment on fonctionne pour y arriver. Mais ça n'a pas été le cas pour le mouvement 11 millions de citoyens. Donc, c'est des gens qui se sont retrouvés comme ça, avec comme dénominateur commun la volonté de voir un Cameroun différent. Donc, c'est une erreur de naissance qu'on ne va rattraper qu'avec le temps. Donc, chacun dans sa tête, dans son coin, avait une façon de voir le changement, avait une façon d'y travailler. Il voulait juste un espace où il est libre, comment dire, de dégager les énergies pour qu'on y arrive. Et du coup, ça fait donc que nous partons de l'exception pour constituer la règle. Donc, tous les regards qu'on peut avoir, le désordre dans la communication, comme, oui. De manière professionnelle, non. De manière massive, oui. Le parti communique exagérément de manière massive,
mais de manière professionnelle faiblement. C'est ce que je suis en train de dire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de structuration dans le fonctionnement de l'organisation qu'on se projetait pour qu'on se fixe des objectifs. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on va évoluer, qu'on va tendre vers le professionnalisme ou alors la professionnalisation de la communication. Parce que la première des choses pour les organisations, c'est la discipline. Mais maintenant, on est une organisation encore faible qui est encore en train de se créer. Si on doit discipliner les gens, c'est-à-dire le panel comme celui-ci ne doit pas être fait s'il n'a pas l'autorisation de la hiérarchie communicationnelle du PCN en termes de contenu, en termes même de validation et du profil même de l'invité, de ce qui sera fait. Donc, à ce niveau encore, on n'a pas encore professionnalisé. Mais disons qu'il est difficile aujourd'hui d'être au Cameroun ou d'être attentif de ce qui se passe au Cameroun sans croiser la communication du PCN. Pour moi, ce premier pas est bon. Maintenant, il faut donc qu'on se fasse violence pour passer au deuxième, qui sera axé sur la professionnalisation de la communication. Et c'est dans ce sens qu'il faut encourager et féliciter ceux qui font un tour dans le site internet du PCN, de voir les efforts qui sont fournis là-bas, du professionnalisme, du tact qui y est mis, et en espérant que d'ici 1 an, 2 ans, on aura discipliné notre communication. Je suis un cas isolé de ce qu'on appelle le potentiel technique ou alors scientifique de la communication politique dans le parti. Il y a beaucoup de visages que vous ne connaissez pas, mais le potentiel est là. On va travailler à ce que les énergies qui sont libérées dans le domaine de la com soient finalement canalisées pour qu'on passe à une communication très efficace, très efficiente et finalement professionnelle. Donc, on a une communication massive en termes d'intensité, mais en termes de professionnalisme, vraiment, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le potentiel, ce qui me rassure, quand vous avez de la ressource humaine apte et ayant la capacité à faire une chose, vous ne devez pas trembler. Vous devez simplement travailler à ce que qu'il y ait épanouissement ou éclosion de ce potentiel-là pour que l'objectif soit atteint. Donc, voilà. Okay. Si ça ne dérange pas les autres, moi, Et oui, en fait, je réfléchis pour voir ce qu'on tire. Non, le politologue que je suis ne peut jamais encourager ce genre d'erreurs. Ce sont les erreurs qui peuvent être faites par les personnes naïves. Puisque lorsque vous allez à une élection, il y a deux principes qui vous guident. Allô, vous me suivez? Oui, je crois que c'est le réseau, comme il n'y a pas de courant. Ce que j'étais en train de dire, c'est que ça n'a pas de sens que quelqu'un qui va à une élection, qui exerce un mandat, soit en train de démissionner sous les prétextes que je vois les gens avancer par-ci, par-là. Non. Lorsqu'on part aux élections au Cameroun en 2020, tout le monde sait que c'est pour un mandat de 5 ans. En ce qui concerne les députés, qui peut être prorogé à vie. Donc la prorogation fait partie, c'est comme un match de football. Quand on dit qu'un match de football, c'est 90 minutes, mais il y a les prolongations. On ne peut donc pas faire au cours d'un match, les 90 minutes arrivent, il n'y a pas de vainqueur et qu'on dise qu'il y a prolongation et qu'on dise oui, je suis avec vous.
Oui, mais est-ce que si Elimbi Lobe dit une chose, ça signifie que c'est Dieu qui a parlé? Mais c'est en m'écoutant que vous allez comprendre. Je dis que lorsqu'on part aux élections en 2020, le code électoral dit que ceux qui seront élus ont un mandat de 5 ans, mais qui peut être prorogé. Et je dis donc que pour le cas des députés, c'est un mandat qui est prorogable à vie, c'est-à-dire que les députés peuvent rester là jusqu'à 1000 ans si les conditions l'exigent. Ça veut dire qu'on intègre que le mandat, c'est 5 ans, mais il peut être prorogé. Maintenant, en ce qui concerne les conseillers municipaux, c'est un mandat de 5 ans et qui peut être prorogé pas à plus de 18 mois. Donc, en ce qui concerne les députés, s'il y a un député qui veut démissionner parce que le mandat a été prorogé, c'est de son droit de démissionner, mais il ne dira pas qu'il y a eu violation de la loi. C'est ce que je veux dire. La loi n'est pas violée. Maintenant, pour le cas des conseillers municipaux, les 18 mois devaient être échus ici au mois de juillet, sauf qu'il y a eu modification de la Constitution entre-temps avec effet immédiat. Et la modification là a donc levé la prorogation des mandats, a levé la limitation des prorogations des mandats et a donc fait que les mandats des conseillers municipaux peuvent aussi maintenant connaître le même régime juridique que celui des députés. Moi, ce qui me pose problème n'est pas la démission. Ce qui me pose problème, c'est ce qui va se passer dans cette République dorénavant. Parce que lorsqu'on dit qu'un mandat est bloqué à 18 mois, à 5 ans plus 18 mois, et qu'on lève, ça signifie que ce qui est bloqué d'office peut être levé. Donc, ce qui s'est passé dans cette modification constitutionnelle fait que en 2032, on n'est pas sûr qu'il y aura élection présidentielle. Mais ça ne veut pas dire que le président qui est là, s'il y a prorogation, parce qu'on peut aussi maintenant aller dans la loi et dire qu'on peut proroger le mandat du président de la République, on vote une loi pareille avec la majorité à l'Assemblée nationale et que ça devienne aussi, puisqu'il y a un précédent qui a été créé à la session de mars 2026, et ça devient, c'est ça le problème. Mais au niveau de la prorogation des mandats, il n'y a aucune violation de la loi. Maintenant, quelqu'un peut aller au travail en disant qu'il va pour 5 ans. Quand les 5 ans finissent, on dit qu'on ajoute même un jour, il dit que lui se sent fatigué, il part au quartier. Et ça fait donc que c'est son droit. Non, je ne pourrai jamais, moi-même, vous m'avez suivi dès ma première prise de parole. Donc, je brûle moi-même d'aller aux élections en tant que candidat si jamais je peux avoir l'investiture de mon parti. Ça veut donc dire que moi, je suis celui qui serait en train de demander aux élus de démissionner pour que l'élection vienne vite et qu'ils aillent aux élections. Mais non, les élus qui sont là sont pour les mandats et ces mandats-là sont prévus par la loi. Tant que la loi prévoit ce qui est fait, il n'y a aucune violation de la loi. Vraiment aucune. C'est ce qui n'est pas prévu par la loi et qui est fait, c'est là où il y a problème tout simplement. Donc il y a entre l'agitation et l'animation, nous ambitionnons de gérer la République. Les Limbi Lobé, je ne sais pas s'il a une ambition présidentielle. Donc ce qu'on cherche dans une République, c'est d'abord la conformité à la loi. Maintenant, quand la loi actuelle ne nous semble pas bonne, travaillons à aller décider pour qu'on mette des bonnes orientations. Donc ce qui se passe, c'est que moi, je ne suis pas content de la loi telle qu'elle est pensée. Tous ceux-là qui pensent de la sorte doivent aller prendre la majorité au Parlement et d'aller donc maintenant voter la loi qui bloque le mandat à 5 ans et qui ne puisse pas être prorogé. Et c'est possible, on peut le rattraper s'il y a convocation du corps électoral cette année, les élections en février l'année prochaine, à la session de mars, dès que l'opposition ou bien ceux qui pensent que les dispositions actuelles ne sont pas bonnes, dès qu'ils ont la majorité au Parlement, ils introduisent tout de suite à leur niveau une proposition de loi qui arrête les mandats à 5 ans sans possibilité qu'elle puisse être prorogée. Donc, c'est là-bas que ça se joue. Mais pour le moment, c'est la loi. Respectons la loi. On ne peut pas dire qu'on a violé la loi en disant que c'est la loi. Non, il n'y a pas eu de violation de la loi. Donc, les gens sont libres. Ça, c'est les débats que j'appelle souvent débats périphériques, juste parce que les gens ne lisent pas beaucoup les textes de la République. Parce qu'on dit qu'il y a eu violation quand ce que vous faites n'est pas prévu par la loi. Donc moi, je ne serai jamais de ceux qui encourageront les députés, les conseillers municipaux et les maires du PCN en prétextant cela pour aller attendre la prochaine élection au quartier. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'école. C'est l'animation, l'agitation.
Non, l'ambition de 11 millions de citoyens n'a jamais été celle de devenir un parti politique, non. 11 millions de citoyens, c'est un mouvement apolitique, mais qui peut former les gens qui peuvent être recyclés dans l'environnement politique. Mais le mouvement 11 millions de citoyens a créé un parti politique qu'on appelle les citoyens. Parce que le mouvement 11 millions de citoyens, lui, il existe encore. C'est devenu 2 AP 11 millions. Il existe. Lui, il existe toujours et mène des activités à caractère non politique. Mais nous avons créé un parti politique. Je crois que tout le monde qui est de bonne foi sait que le ministre Atangandi n'a jamais voulu que nous ayons notre appareil politique créé par nous parce que là, on allait totalement échapper à son contrôle pour que nous soyons en train de faire ce que nous voulons et nous pouvons de cette République. On a tout fait. Rassurez-vous, quand je vous ai dit qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas officielles, j'ai été au cœur de cette paperasse au niveau du dépôt. J'ai envie de vous dire que je suis de ceux qui ont déposé ces papiers au MINAT de la création de ce parti qui n'a jamais eu d'acte de naissance, donc n'a jamais été légalisé. C'est un enfant qui est à l'hôpital dans la couveuse en attendant qu'il sorte de l'hôpital pour se faire établir un acte de naissance. Donc c'est ça, c'est l'administration ou alors l'État du Cameroun qui ne souhaite pas que Cabral Libi et ses cabralistes aient un parti politique créé. Je suis là. Non, le bureau politique a 3 missions statutaires, hein. Donc, le bureau politique a une mission législative, une mission d'investiture et une mission disciplinaire. Quand je dis la mission législative, c'est il revient aux membres du bureau politique lorsque le Congrès n'a pas pu se tenir de prendre, lorsque des conditions l'imposent, les décisions qui orientent et qui fixent la vie du parti. Ça a été par exemple le cas pour l'investiture du candidat à l'élection présidentielle. Il revient, il revient aux membres du bureau politique dans la mission d'investiture. Mais là, on avait un autre problème. Le congrès devait se tenir à Kribi. Le congrès là devait permettre à ce qu'on renouvelle les membres du comité directeur national et même le président du parti pour que nous ayons un nouveau bureau qui va gérer le parti pendant 5 ans. Le congrès de Kribi a donc été interdit et le congrès ne pouvant pas se tenir, il revenait au bureau politique de prendre ses responsabilités. Dans ce sens, on s'est donc réunis et on a décidé que tant que le congrès électif ne se tient pas, les organes qui sont en place vont continuer à travailler. Ça a donc eu pour avantage que tout ce qui se passait autour des attaques contre le président national en disant qu'il n'est plus président, son mandat est échu, parce que le bureau politique avait déjà prorogé
par une de ces sessions, l'ensemble du bureau national du PCN, ça faisait qu'il a été intouchable. Ça a donc protégé son investiture à l'élection présidentielle et ça a permis au PCN de pouvoir être à même d'investir à l'élection présidentielle par cette fonction de légiférer. Maintenant, en ce qui concerne l'investiture, tout le monde le sait. Pendant qu'on avait aussi un piège où les gens estimaient que ce serait à l'occasion d'un congrès qu'on allait investir notre candidat à Koula Famba, que les gens ne lisent pas les textes du parti. C'est une mission qui revient exclusivement au bureau politique. Vous avez vu le bureau politique lancer les appels à candidature pour investir finalement de manière objective le candidat. Maintenant, en ce qui concerne le volet disciplinaire, le parti politique est l'instance suprême de discipline dans le parti, mais qui travaille par, du moins on est l'instance de la cassation. Donc, et il revient au bureau politique, à la commission de discipline de bureau politique, de prendre la décision d'exclure définitivement les militants du parti politique. Donc, c'est à nous que revient la décision d'exclure un militant dans le parti politique. Oui, oui, oui. Le seul militant du PCN qui a été exclu du parti depuis que le président Cabral Libi est président national du PCN en 2019, c'est M. Kona Robert, tout simplement. Donc tous les autres cas que vous citez, moi je ne les connais pas, ça n'existe pas. Le seul militant qui a été suspendu et nous avons procédé à 3 conseils de discipline pour son cas. Donc il y a eu le blâme, il y a eu un avertissement et ensuite il y a eu une exclusion définitive. Donc tous les autres camarades, personne d'autre n'a été exclu définitivement du parti. Les gens ont été suspendus. Vous parlez par exemple du cas de Billon. Je crois que le camarade que vous parlez d'adjoint au maire, c'est le monsieur Joseph Espoir Billon, lui qui n'est plus avec nous depuis. Hein, donc je crois que il avait été sanctionné au niveau départemental et il avait été suspendu au niveau départemental pour indiscipline parce qu'il avait été dit que le PCN, personne n'ira communiquer sur le plateau de Kino sans autorisation de la hiérarchie. Et il est allé le faire. Il a été averti, mais je crois qu'il a été finalement, à l'occasion de décision départementale, il avait été suspendu. Maintenant, de cette suspension, il avait estimé que lui, en tant que Billon, ne peut pas comparaître devant la commission de discipline départementale. Donc, il s'est refusé de respecter la décision départementale et un matin, il a déposé sa lettre de démission du parti. Il est devenu entre-temps président d'un autre parti politique avant ses nouvelles orientations. Je crois que c'était le parti de Kala, si je me trompe, dans la Léquier. Il est devenu d'abord président d'un autre parti politique là-bas avant de se retrouver là où là aujourd'hui. Non, le PCN n'est pas un parti de règlement de compte. Je crois que ceux qui nous ont suivis et ont suivi la commission de discipline pendant l'affaire Kona Robert, oui,
le camarade, vous voulez parler de Karamoko ou de Yaya Bello? Oui, mais ces gens n'ont jamais, Yaya Bello n'a jamais, Yaya Bello n'a jamais été traduit dans la moindre instance disciplinaire du parti. Yaya Bello a été l'objet d'une suspension administrative, mesure provisoire. Oui, je vous écoute. Non, la communication est confiée à un responsable qui s'appelle Monsieur Arma Okol. C'est lui qui est garant de l'ordre public de ce qu'on appelle de la communication dans le parti. Et lorsqu'il prend les décisions, la discipline dans le parti demande qu'on respecte ces décisions, qu'on les aime ou pas, et qu'on attende les réunions du parti pour poser les problèmes et de voir donc si ce que lui, le décideur, prend n'a pas une bonne orientation, c'est tout. C'est une question de discipline. Si vous êtes au PCNECO, vous avez une responsabilité. Lorsqu'on dit qu'on libère les énergies, ça appelle à la responsabilité et à la décentralisation. Donc, lorsqu'on confie une responsabilité à quelqu'un, comme c'est le cas de la communication, à M. Armand Ocon, c'est lui qui est là pour dire dans quels médias on parle, dans quels médias on ne parle pas. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Il peut s'expliquer auprès de la hiérarchie, mais pas auprès des communicants. Parce qu'il arrive des fois où nous nous trompons sur les éléments d'analyse sans avoir les véritables enjeux cachés derrière. Moi, avant cette décision, je m'étais interdit plusieurs plateaux parce que je ne peux pas être de ceux qui pensent que je vais communiquer sur un plateau où on ne dit rien de bon pour moi, où je parle là-bas pour faire vivre les gens. Moi, je ne parle pas sur un plateau où on ne permet pas que le PCN existe. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, s'il y a un plateau qui est dédié, s'il y a un média qui est dédié à faire les éloges, par exemple, de Paul Biya, où on ne permet pas que moi je fasse des éloges de Cabral Libi, je n'irai pas dans ce média. Moi, ce sont mes positions personnelles. Donc, Yaya était libre. Il a dit tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'on peut faire, c'est de lui souhaiter bon vent. D'ailleurs, le président Cabral Libi a dit qu'il est là, qu'il a besoin qu'il y ait plusieurs Cabral créés du fait de son existence. Donc, ceux-là qui partent, ne prenez pas souvent ça mal. Prenez ces gens-là comme étant le fruit, le résultat du travail de notre mouvement. Il y a les gens qui peuvent estimer que l'environnement du PC ne permet pas à ce qu'ils atteignent des objectifs qui se sont fixés et malgré la volonté qui les anime. Mais donnez-leur le temps. Laissez-les aller s'épanouir là où ils veulent parce qu'au bout, ce que nous souhaitons, c'est un Cameroun différent. Donc, ne serons pas trop exigeants et ne serons pas à condamner les gens sans les avoir jugés. Donc, ça a été une décision du Sénacom. Lorsqu'on est militant du PCN, il faut être discipliné, tout simplement. Quand un responsable a dit que ce n'est pas bon, même si vous estimez qu'il a tort, écoutez d'abord et attendez les instances du parti. Saisissez-les pour poser votre problème pour que comment dire, la décision, la nouvelle soit prise là-bas. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mais je vous dis, en termes d'exclusion définitive dans le parti, nous en avons eu une seule et un seul cas, c'est celui de monsieur le cofondateur, l'un des cofondateurs, Kona Robert, qui a été exclu pour les raisons que tous ceux qui ont suivi le développement de l'affaire ont vu. Nous avons pris 3 décisions officielles avant d'arriver là. Donc, on lui a donné tout le temps. Le PCN n'est pas un parti où on règle les comptes aux gens. Non, ce n'est pas l'impression que nous avons quand nous travaillons dans la commission de discipline. On veut toujours s'assurer que nos décisions se fondent sur des textes et qu'on a laissé le soin à chaque militant de se rattraper. Vraiment, c'est lorsqu'on n'a pas le choix qu'on arrive à des décisions qui ne nous laissent vraiment pas le choix.
Vous voulez dire pendant l'élection, pas pendant la campagne, parce qu'on ne surveille pas le vote pendant la campagne. Lorsque nous évaluons, oui, c'est vrai que ce n'est pas mon rôle, parce que le chargé des relations, mais je vais répondre, je voulais tout simplement repréciser. Le chargé des relations avec Elecam, c'est celui qui s'assure que les mandats de nos mandataires ont été déposés dans tous les bureaux de vote où on a pu avoir les gens pour surveiller et qu'il n'y a pas eu de problème avec l'ECAM. Là où l'ECAM n'a pas a refusé de recevoir notre mandat, mon rôle est d'aller m'assurer que le mandat a été reçu, le mandataire est là et qu'il fait son travail. Quand on n'a pas les bulletins de campagne, mon rôle était d'aller vers l'ECAM pour demander qu'on mette à notre disposition les bulletins de campagne pour qu'ils soient disponibles partout. Donc, c'est globalement ça. Lorsqu'il y a les séances de travail en prélude aux élections, je vais pour assister à ces élections et ce que le parti me demande de dire à ces élections pour le faire prévaloir, c'est ce que je fais. Donc, c'était ça, globalement, mon rôle. Peut-être parce que j'ai aussi une expertise dans le domaine électoral que le président national et l'équipe de campagne ont voulu que ma modeste personne joue ce rôle. Maintenant, sur la question de la surveillance du vote, on doit reconnaître que le PCN, jusque-là, son ventre mou, c'est l'argent. On n'a pas d'argent. Si vous voulez surveiller le vote de 34 000 bureaux de vote au Cameroun et que vous donnez 5 000 francs à chaque représentant, il vous faut 1 milliard 350 millions. Ce calcul, tout le monde peut le faire. Et le PCN n'a pas cet argent. Donc, c'est pour cela et c'est normal que les camarades à leur niveau soient en train de se battre pour que le vote soit surveillé, indépendamment des miettes qui peuvent venir par le haut. Mais je regrette que ceux qui soient en train de le faire soient dans la poursuite, soit du chantage, soit du regret, soit en train de donner l'impression qu'il y a eu un agent qui serait entré au PCM pour surveiller le vote et qui n'est pas arrivé à leur niveau. Non, si vous voulez vraiment bien surveiller le vote au Cameroun, vous devez mettre minimalement à votre disposition 1 milliard 850 millions par rapport au dernier nombre de bureaux de vote parce qu'il y a l'autre argent est investi dans la logistique, les liaisons et les appels téléphoniques. Donc, ceux qui partent ramasser les PV pour les amener à un endroit, on peut les scanner et les envoyer sur un point où ils peuvent être, comment dire, traités et mis à la disposition rapidement. Donc, c'est ce qui peut donner que les camarades disent à leur niveau qu'ils n'ont pas été assistés par la nationale, mais pas que c'est la volonté qui manque souvent, ce sont les moyens qui ne sont pas disponibles. Mais je crois que le véritable problème, c'est le manque de communication. Donc le parti doit souvent communiquer avec à la base, avant les élections, pour dire que si on veut surveiller le vote, voilà le montant qu'il nous faut. On ne l'a pas. Nous supplions ceux qui peuvent donner, mettre ce qu'ils ont à leur disposition à la base, de le faire. C'est ça. Ah, donc depuis là, ce n'était pas le vif du sujet alors. Oui, je voudrais commencer par la dernière question qui ne relève pas de mon domaine, mais comme j'étais au fait aussi, puisqu'elle relève, il y avait une cellule juridique dans l'équipe de campagne qui était en charge des recours à introduire auprès du Conseil constitutionnel. Permettez-moi d'être long, puisque ça va demander, c'est un peu d'école d'abord. Et les gens doivent savoir qu'au Cameroun, on ne conteste pas devant la moindre juridiction les résultats de l'élection présidentielle
les résultats de l'élection législative, les résultats de l'élection sénatoriale et les résultats de l'élection référendaire. Donc, il n'y a pas de tribunal au Cameroun pour ça. Ça n'existe pas dans nos textes. Donc, on ne parle pas d'élection présidentielle pour dire qu'on va contester les résultats. Parce que quand les résultats sont publiés, tout est déjà terminé. Ce qu'on conteste à l'élection présidentielle, par exemple, c'est l'élection en elle-même. Donc, comment l'élection s'est déroulée. On estime donc qu'il y a eu les anomalies quelque part. S'il n'y avait pas eu ces anomalies, les choses auraient été faites différemment. C'est le seul contentieux électoral, parce qu'il y a le contentieux préélectoral, lui, qui porte sur les candidatures. Ça, tout le monde le connaît. Mais quand les candidatures sont validées, on va à l'élection. Et quand on va à l'élection, le seul contentieux qui existe après que les élections se soient tenues, c'est le contentieux des élections et non le contentieux des résultats. Et il consiste tout simplement à dire que dans mon bureau de vote, il y a eu tripatouillage là-bas, par exemple. Il y a eu agression et on a empêché aux gens de voter. Et je viens donc dire que ça fait que les résultats qui sont là ne sont pas bons. Maintenant, le PCN a déposé un recours contentieux, tout le monde le sait. Mais il s'est tout simplement passé que entre le temps du dépôt de ce recours et la tenue de l'audience, le PCRN a retiré son recours. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas déposé, mais on a déposé et on a retiré. Mais on a retiré tout simplement parce que les Camerounais et globalement ceux qui supportaient le candidat Issa Chiroma estimaient que le candidat Issa Chiroma a gagné l'élection et que si nous maintenons notre recours, parce que l'objectif du recours, c'est d'annuler l'élection soit partiellement, soit entièrement. Il disait donc que si nous on maintient notre recours, c'est parce qu'on veut mettre une entorse dans la victoire de Issa Chiroma. On veut empêcher à Issa Chiroma d'être déclaré élu. Ok, on a donc dit que si c'est ce que les gens pensent, on va donc retirer notre recours pour que nous n'empêchions rien de tout ce que Issa Chiroma mérite d'avoir à cette élection. C'est pour cela et uniquement pour cela que la veille de la tenue de l'audience, nous avons retiré le recours. Donc, on a déposé un recours contentieux pour des zones où on a estimé qu'il y avait fraude. Mais il faut aussi dire la vérité, le code électoral est clair. Vous pouvez même déposer avec les preuves qu'il y a eu fraude, mais l'élection n'est reprise que si on se rend compte que ce qui s'est passé affecte véritablement la vérité des urnes. Ça veut dire que si c'est le candidat X qui doit être proclamé premier et que la fraude l'a fait que ce ne soit plus lui, c'est quelqu'un d'autre qui soit proclamé premier, on repart à l'élection. Donc, le contentieux, le recours qu'on avait introduit a été retiré tout simplement pour que l'élection présidentielle, si jamais on a gain de cause, ne soit pas annulée parce que les Camerounais estimaient dans leur large majorité que le PCN de son candidat Cabral Libi, par ce recours, était un obstacle pour la victoire, entre guillemets, du candidat Issa Chiroma. Donc, ça, c'est d'un. Je crois qu'il y avait une autre question. Vous avez dit pourquoi nous n'avons pas mis nos PV, les PV sur Facebook. Je ne sais pas où qu'il a d'abord fait à l'occasion de cette élection d'un des deux et je ne sais pas avec qui on a signé ce contrat. Non, faisons sérieux. Nous voulons diriger une république. La république n'est pas le désordre. Vraiment, la République n'est pas le désordre. On ne parle pas d'une élection pour mettre les PV sur Facebook, que c'est là-bas qu'il y a les résultats. Par contre, on peut être sollicité par un autre candidat qui estime qu'il n'a pas les PV, qu'il a besoin des PV et qu'on les mette à sa disposition. Maintenant, vous dites que quand le candidat Paul Biya a été proclamé élu vainqueur, pourquoi le candidat Cabral Libi n'a rien dit, ce qui n'est pas vrai. Et maintenant, il faut que je revienne dans les missions de la Commission nationale de recensement général de vote. Ce n'est pas le président du Conseil constitutionnel qui fait les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun, non. Il les proclame tout simplement. La commission qui fait les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun, c'est la structure qui fait les résultats, c'est la Commission nationale de recensement général de vote, commission à laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est nous qui avons fait les résultats. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous demandez que le représentant du candidat Cabral Libi travaille dans une commission, fait les résultats, les consolide, signe, et qu'à la fin, que Cabral Libi, lui, il part s'opposer à ces résultats. Ça veut donc dire que c'est une manière pour lui de dire qu'il ne se reconnaît pas derrière son représentant
dans cette commission. Et il le fait pourquoi? Est-ce que ce qui a été dit ou fait là-bas est le contraire de ce que lui avait à son niveau? Je ne sais pas ce qui pousse les Camerounais à réfléchir de la sorte. Il faut être conséquent, il faut être responsable. Donc, si le PCN, le président Cabral Libi, avait estimé que notre présence était inutile à la Commission nationale de recensement général de vote, on l'aurait dit, je devrais quitter la salle des travaux en disant, et ça allait s'arrêter là. Mais je ne peux pas faire que je participe aux travaux, je signe les résultats, qu'on donne, nous remettons la copie au président du Conseil constitutionnel uniquement pour proclamer, donc pour lecture, et que celui qui m'a envoyé dans une commission vienne se dédire. Ça n'a pas ça n'a pas de sens. Mais je crois que votre question, au fond, est celle de savoir qui a même gagné cette élection présidentielle. Parce que ne tournons pas autour du pot. Je crois que c'est la question que vous voulez me poser, à celle de savoir qui a véritablement gagné l'élection présidentielle. Et ça n'empêche pas, je ne peux pas me refuser de répondre à cette question. Et ça a même déjà été dit depuis. Le PCRN, nous avions, moi, j'ai travaillé à la Commission nationale de recensement général de vote avec 23 000 PV sur les 34 000 attendus parce que j'avais les PV filmés et ceux qui n'étaient pas filmés. Sur ces 22 000 PV-là, il y a eu, moi, les PV, les 23 222 PV que j'ai plus de 4 000 PV qui ont d'abord un problème de renseignement. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème de renseignement. C'est-à-dire, on estimait que peut-être nos représentants étaient fatigués. Parce que vous avez plus de 4 000 PV où le nombre de suffrages valablement obtenus par le candidat Issa Chirouma dans ce bureau de vote dépasse le nombre d'inscrits même dans ce bureau de vote. Je ne parle pas des voix des autres. Donc pour nous, on n'avait rien, on se disait que peut-être c'était nos camarades qui étaient fatigués, on mettait les chiffres pour parler en français simple. Si vous, là où vous êtes là, vous avez un bureau de vote qui a 250 inscrits, prenons un exemple. Maintenant, le PV que vous me ramenez, il est écrit là que Issa Chirouma a 750 voix, personnes qui ont voté pour lui. Cabral Libi a 50, peut-être pour le billet à 100 voix. Les autres candidats, chacun d'eux a une voix comme ça. C'est pour répondre à la question des gens qui demandaient que nous, on publie les PV. En fait, si on ne réfléchit pas beaucoup, on ne comprendra pas dans quel piège ils nous mettaient. Quelqu'un ne peut pas dire que lui, il a gagné l'élection, lui ne publie pas ses PV, mais il demande que c'est quelqu'un d'autre qui publie ses PV. C'est à la Commission nationale que je me suis rendu compte que c'était les chiffres officiels sortis des bureaux de vote de tous les PV. Qui a fraudé à ce niveau? C'est le candidat Issa Chirouma, je n'en sais rien. Est-ce le RDPC qui a fauté ces chiffres pour que devant les travaux soient bloqués? Je n'en sais strictement rien. Mais si on avait publié ces PV, si nous, on avait publié ces PV déjà, je dois le vous dire, que ne donne pas Issa gagnant pour la fin. Parce qu'on n'a pas tout, mais si on a tout, peut-être qu'il peut avoir gagné, mais sur la base de ce qu'on a, c'est pas lui le numéro 1 là-bas. Si on les avait publiés, les mêmes seraient d'ailleurs en train de dire aujourd'hui que nous avons mis les faux chiffres dehors pour créer le désordre et ça, la personne ne pouvait payer. Donc, même si c'est comment, on ne pouvait pas mettre les PV dehors. Maintenant, quand je travaillais à la commission, j'ai été approché par le représentant du candidat Issa Chirouma. Déjà, je lui ai dit qu'on ne peut pas être à l'élection. Vraiment, vous n'avez pas les PV, votre candidat minimalement n'appelle pas le président national du PSN qui est à l'élection pour lui dire qu'il a besoin de ces PV pour faire aussi conforter ces choses là-bas. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai recouru au président national qui m'a dit que mais si toi tu as les PV là-bas qui peuvent aider, il faut leur donner, pendant que vous travaillez là-bas, vous lui donnez les PV. Maintenant, ce qu'on s'est donc dit, lui et moi, le représentant de Issa Chirouma, là, ce sont les PV des commissions départementales. Parce que dans tous les départements, en fait, c'est le PV de la commission départementale que nous utilisons au niveau de la commission nationale. On en avait 46, donc on n'a pas pu avoir tous les PV. Mais il arrivait pendant les travaux que les chiffres qui sont communiqués ne coïncident pas toujours avec les chiffres à mon niveau. Et en salle, donc, le président de la commission disait clairement qu'il nous faut un troisième PV pour qu'on ait les vrais chiffres. Donc, peut-être le candidat Bia a 1000 voix sur le PV que j'ai. Quand Elie Kamé est en train de lire, il est à 1150 voix. Je suis donc obligé de lever mon doigt pour dire que non. Mais les données que j'ai là comme entrée ne coïncident pas. Il y a problème. Le président disait donc que cherchons un troisième PV. Dès qu'il y a un troisième PV, là où les mêmes chiffres reviennent deux fois, ce sont les chiffres-là qu'on adopte. Et je me retrouvais seul.
en salle à avoir le PV. Donc, tous les travaux qu'on a menés en commission, il n'y avait que le PCRN et Elecam qui avaient les PV. Là, donc, je n'avais pas de choix. Je me suis quand même arrangé avec le représentant de Issa Chiruma. J'ai photocopié quand on allait le deuxième jour de travail dans la région de l'Est. J'ai photocopié les PV départementaux que j'avais de cette région pour les lui donner en lui disant que là où on trouve qu'il y a problème, tu lèves le doigt, tu dis qu'il y a problème. Et moi, de mon côté, je dis aussi qu'exactement j'ai le même problème. Ça fait deux PV contre l'autre et on valide le chiffre. Je serai donc surpris que le matin, quand on va se retrouver à 7h30, puisque parfait vous qui est à Konengi est au courant de ce que je dis. Je dis donc, ok, je vais donc photocopier les PV de la région de l'Est. Je suis venu avec, donc j'avais les originaux et les photocopies en couleur. On se retrouve en salle de travail à 7h30. Il me dit qu'il fait un tour aux toilettes, le représentant de Issa Chiruba. Monsieur Issa, il ne va plus revenir. J'apprendrai plus tard, vers midi, qu'il aurait claqué la porte de la salle de travaux. Mais je dis, mais comment? On écrit même quoi comme ça sur Facebook? Quelqu'un est ici, on prend le petit déjeuner à 7h pour lancer les travaux à 7h30. Il dit qu'il fait un tour dans les toilettes, alors que moi, j'ai tous les PV en deux exemplaires, en original la photocopie pour lui. Il n'est plus jamais revenu. Donc, comme pour dire que ce n'est pas la volonté, la collaboration du PCN qui a manqué à cette élection. On a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, nous ambitionnons gérer la République. Gérer la République n'est pas la folie. Donc, il ne faut pas souvent faire dans le sensationnel en inventant des choses qui n'existent pas pour plaire aux gens. Vraiment, on grandit en maturité. Ce qui s'est passé en 2018, on ne pouvait plus se permettre ces erreurs, puisque ce que les gens ne savent pas. En 2019, non seulement on a donné nos PV au professeur Maurice Kamto, mais ces équipes nous ont dit qu'ils avaient tous les PV et qu'ils faisaient de Kamto, qu'il était le vainqueur. Nous, notre rôle était de déclarer le candidat Kamto vainqueur. C'est comme cela qu'on va donc faire un montage. Le président ira sur RCV pour préparer la scène en attendant que les gars du MSC viennent nous montrer les PV en disant que les PV qu'il a à sa possession, ce n'est pas le candidat du régime qui est vainqueur. Il n'est pas le numéro un, c'est un candidat de l'opposition qui est le numéro un. On va donc attendre Biboulissac le samedi là pour qu'il vienne avec les PV pour que finalement on voit que c'est Kamto qui a véritablement gagné et qu'on l'annonce vainqueur et que la suite s'ensuit. Non seulement il n'est jamais arrivé, mais il s'est fondu sur Facebook en insulte à l'endroit du président Cabral Libi et du coup on a appris de ces leçons-là que ces choses-là, on ne blague pas. Quand vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites, surtout en élection présidentielle, vous ne pouvez pas vous amuser. Donc, voilà en un mot comme en deux. Je sais qu'il y aura d'autres questions, vous allez revenir, mais il fallait d'abord que je prenne le décor pour vous dire exactement que ce n'est pas la volonté de la collaboration du PCN qui a manqué à cette élection présidentielle parce que M. Issa Chiroma n'a jamais, au grand jamais, appelé l'honorable Cabral pour demander que toi, tu as quoi dans tes PV, j'ai besoin de tes PV. Il n'a jamais fait. La volonté de la collaboration de son représentant que j'étais à la Commission nationale a été trahie par le représentant de Issa Chiroma à la commission pendant ces travaux et ça s'est passé comme ça s'est passé. Tout ce que nous pouvions faire, c'était de bloquer les travaux parce que si on a, nous deux, on a le même chiffre qui n'est pas le chiffre de l'ECAM sur un PV et que le président de la commission n'accède pas aux chiffres que nous avons, c'est simple. Il n'y a pas de résultat. Nous sortons juste de la salle, on communique devant les médias en disant que les travaux ne peuvent pas continuer parce qu'on ne s'accorde pas sur les chiffres et on explique qu'il n'y a pas de résultat à l'élection présidentielle. Donc, s'il y avait un seul autre représentant de parti à cette commission de candidats qui avait le PV de la commission départementale, qui avait les mêmes chiffres que le mien et qu'on trouvait que les chiffres là dans cette commission départementale ne coïncident pas. J'avais le OK du président national Cabral Libi de bloquer les travaux. Il m'avait dit clairement que veille à ce que les données qui sont sur les PV, c'est ça qui soit introduit dans les résultats. Mais malheureusement, tous les autres candidats, les sont présidentielles, personne n'avait de PV ou il cachait. Moi, je n'en sais rien, mais chaque fois que la question était posée, je me retrouvais isolé. Oui, je suis là. Oui, oui, oui. Pas du prof Camto. Pas du prof Camto, oui. Mhm. Allez-y.
Ouais, je n'ai pas suivi la première, je n'ai pas suivi la première question avant la deuxième, hein. J'ai pas suivi la première. Ok, je réponds à la première. À la première, je dis clairement oui. C'est-à-dire, on s'est fié aux déclarations du professeur Camto et de son équipe sans nous être assurés, puisque n'oublions pas, nous étions plus récents sur la scène politique que ça veut dire que logiquement, jusqu'à la présidentielle de 2018, on avait 11 000 PV sur les 28 000. Si donc quelqu'un qui est sur la politique depuis 2011, vous en 2018, vous avez 11 000 PV, lui il vous dit qu'il a gagné, vous êtes sûr qu'il a plus de PV que vous, de par l'ancienneté, de par l'installation, de par les moyens. Et il vous dit que croyez-moi. Maintenant, il faut préparer l'opinion. On a donc cru à ces déclarations en attendant, parce que ce que le président lui avait dit ce jour, j'ai assisté aux réunions, c'était d'ailleurs deux réunions à Obobogo, c'est que il faut nous donc nous ramener les PV là samedi, on les voit après, on fait donc la conférence pour dévoiler le nom. Donc l'erreur a été d'avoir fait confiance aux équipes de Camto sans avoir vu la preuve. Il ne prendra plus jamais ce type de risque. Donc s'il a les PV lui-même à sa possession qui permettent qu'il dise que c'est X ou Y qui a gagné, il le fera en les mettant dehors. Lui, il est constant dessus. Donc s'il y a une élection présidentielle, on a tous les PV ou alors la quantité de PV qui nous permettent de nous prononcer sur qui est le vainqueur de cette élection, autre que le candidat au pouvoir, on le fera. Sauf que ça n'a pas encore été le cas. Je vous ai dit, à l'élection de 2025, on avait près de 11 000 PV que nous n'avions pas pour pouvoir nous prononcer. Et en plus, ceux-là qu'on avait, il y avait 4 000, plus de 4 000 qui faisaient problème pour les entrées. Donc, ça a été une erreur, mais on a appris. On gagne en expérience et en maturité. Maintenant, sur la deuxième question qui m'échappe, si vous pouvez me la rappeler rapidement. Euh, Oui, je le dis, hein, c'est formel, puisqu'il y a les choses, vous savez, chaque groupe fonctionne quand il faut décider par moment pour les urgences. On ne peut pas réunir tout le monde, on réunit l'essentiel pour le... Mais que voulez-vous? Les gens disent que c'est vous qui empêchez, puisque eux-mêmes n'ont pas de déposé. C'est-à-dire, ceux-là qui vous font le reproche de n'avoir déposé aucun recours, eux-mêmes ils n'ont rien déposé. Ou bien ceux qui vous font le reproche d'avoir retiré votre recours, eux-mêmes ils n'ont rien déposé. Ça signifie qu'eux-mêmes disent que l'élection s'est bien passée. Comment on peut donc faire le reproche à quelqu'un qui a fait comme eux? Donc, l'esprit était que nous, on empêche. Je vous ai dit, l'issue de ces recours, c'est d'annuler l'élection. Si on annule donc l'élection où Issa lui dit qu'il a gagné, ça sera que c'est Cabral Libi qui a empêché qu'on dise que Issa a gagné. On a retiré tout simplement. C'est clair, il n'y a aucune autre. C'est-à-dire, puisque j'ai eu la grâce d'avoir participé à cette réunion de huis clos pour la décision. Donc, c'était tout. On a dit, OK, on va donc retirer. Ce n'est pas à nous de bloquer la victoire de Issa Chiroma. Certainement, il a vrai, les preuves de sa victoire et on laisse le boulevard, c'est tout. C'est même la même question, hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous dites, vous croyez que c'est deux questions. Vous posez la même question. Alors, si dans votre quartier où vous habitez, il y a une fille qui se dit qu'elle est belle, et que les hommes en quantité, en qualité ne le font pas la cour, est-ce qu'elle est belle? Vous allez me dire que votre rôle n'est pas de, mon rôle n'est pas de poser de questions, mais de répondre. Donc, une femme qui est belle ne peut s'assurer de la qualité de sa beauté que par la quantité et la qualité d'hommes qui lui font la cour.
Quand je l'ai dit, je veux tout simplement dire que si M. Cabral Libi pèse en politique, et que la France ne lui fasse jamais la cour, ça veut dire qu'il ne pèse pas en politique. Ça veut dire il est loin de devenir président de la République. Donc la France doit dire que ton travail que tu fais là, nous-mêmes, ça nous intéresse. Donc nous ne sommes pas allés chercher une médaille. La médaille est venue vers nous. Donc le plus important, Cabral Libi n'a pas dit que quand il sera président de la République, il va fermer les portes à la France. Vraiment, c'est clair dans notre projet de société. Il y a la renégociation des contrats avec l'ensemble des partenaires qu'on va trouver au Cameroun et la négociation des contrats avec les autres partenaires qui ne le sont pas pour le moment. Donc ce n'est pas que le jour où Cabral Libi devient président de la République, il met la croix rouge sur la France. C'est pas ça. Tout ce qu'il va dire ce jour, je n'ai pas encore répondu à votre question, mais c'est sur la projection. Donc ce qu'il va dire, c'est que quels sont même les contrats que l'État du Cameroun a signés avec les partenaires. Qui sont ces partenaires-là? Relisez-moi ces contrats. Est-ce qu'on peut tirer meilleur profit de ces contrats? Maintenant, il va appeler chacun des partenaires pour dire que dans telle chose, vraiment, tu me donnais 10 francs, tu me faisais ceci, ce n'est pas bon. Voilà ce que je veux. Quand la personne ne veut pas, le contrat s'arrête là, on ira chercher un autre partenaire. Maintenant, je parlais de la projection, donc il n'y a aucune honte. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune honte à travailler avec la France quand Cabral Libi sera président. La seule honte, c'est de reconduire les mêmes choses qui nous dérangent actuellement. Si la France se ressaisit, il n'y a pas de problème. Maintenant, je réponds directement à la question de savoir celle du rapprochement. Non, ce n'est pas la cour qui nous est faite qui pose problème, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, ce n'est pas le fait pour la France de faire un pas vers Cabral Libi pour la cooptation ou le rapprochement qui est un problème. Mais qu'est-ce que Cabral Libi et le PCRN en font? C'est à ce niveau que le problème devrait se poser. Mais je crois que tout le monde qui a écouté la prise de parole brève du président Cabral Libi ce jour devrait être rassuré. Il n'a pas manqué d'être reconnaissant à l'endroit de ceux qui l'ont coopté en lui donnant cela, mais il a dit qu'il sait que c'est Dieu qui élève. Donc il a dit à la France que si vous pensez que la médaille que vous me donnez, c'est pour me prendre avec vous, vous vous trompez. Je suis ce que je suis grâce à la volonté de Dieu. Donc je ne suis pas là pour être soumis aux hommes. Je suis là parce que j'ai une vision que Dieu m'a choisie pour cette vision et c'est à moi de régler ce problème. Donc ce qui va nous intéresser dans la pratique, c'est la capitalisation euh, de, de, de ce rang-là, puisque ce qu'on doit intégrer, c'est que quand quelqu'un qui souvent vient travailler avec le pays dit que toi aussi je te vois, ça signifie que ton travail porte, ça signifie que tu as atteint un autre niveau, tu ne dois pas devenir fou. Il faut donc plutôt capitaliser euh, ces positions-là pour la conquête future. C'est tout simplement ça. Donc c'est la perception que moi j'ai de cette pléiade qui montre qu'on travaille. Notre travail ne passe pas inaperçu. Et Cabral et le PCN sont une belle femme. Donc, il faut tout simplement capitaliser cela en gardant nos valeurs. Ce n'est pas le PCRN qui a... Ce n'est pas le PC... Oui, oui, absolument. Ah, absolument, absolument. Aucun peuple, aucun pays ne peut se développer sans sa culture, sans sa richesse culturelle. C'est-à-dire, quand vous faites la géopolitique est la politique d'un pays à partir de sa culture, à partir de sa géographie. Oui, j'ai déjà répondu, j'ai dit oui, absolument. J'ai déjà dit oui, absolument. Tous les peuples camerounais doivent construire, aménager, entretenir les repères culturels. J'ai déjà dit oui.
Quel sens? Lequel? Non, ils existent. Non, ces centres culturels Bassa existent, c'est vraiment sauf erreur de votre part, mais ça existe. Ce n'est pas un centre culturel Bassa qui a été construit, mais il y a, comme je suis Bassa, je dois le dire, ce sont les Mbombos qui sont les gardiens de la tradition. Donc, ce sont les Mbombos qui ont construit un endroit où ils peuvent exposer aux populations ce qu'ils font dans leur manière, dans leur travail de gardien de la tradition. Rien à voir avec un foyer culturel, vraiment. Mais tout ça contribue de la protection, de la transmission de l'héritage culturel de génération en génération, ce que par exemple la communauté Bamleke fait. C'est des choses à promouvoir puisque ça nous rattache à notre sol, ça nous rattache à notre véritable puissance, ça nous décolonise même. Parce que dès qu'on est détaché de toutes ces choses-là, on est à la merci de la colonisation. On ne peut plus s'affirmer, on ne peut plus s'afficher. Donc ça, il faut féliciter vraiment et encourager que ça se passe dans toutes les communautés au Cameroun. Je crois que vous parlez du concept ou de la philosophie qui guide le concept. Ou vous mélangez les deux, ou vous semez une confusion. Peut-être j'ai l'impression que vous semez une confusion. Quand on dit le littoral au littoralien, ça c'est une projection et il y a une démarche qu'on met dans la projection. Maintenant, il n'y a rien de plus normal que le littoral au littoralien. Mais qui est littoralien? C'est pour cela que je parle de l'approche, c'est-à-dire on dit la France aux Français. Qui est français? On est français de deux manières. On est français par la nationalité et on est français par l'acquisition, par la naturalisation. Mais on demeure français. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire qu'on est littoralien de deux manières. On est littoralien parce qu'on est né là, on a ces repères-là, mais on est aussi littoralien parce qu'on s'est intégré dans le littoral et on a été adopté comme un enfant du littoral. C'est ce que le fédéralisme communautaire dit. Le fédéralisme communautaire dit, vous dites par exemple que vous voulez être conseiller municipal ou maire à Yaoundé 5, mais vous n'êtes pas écang, c'est-à-dire vous n'êtes pas originaire de la région du Sahel. C'est ça, non? Maintenant, vous voulez savoir si on dit maintenant le Fundi ou un Fundien, ça veut dire que vous serez exclu. C'est ce que vous voulez savoir. Et comment le PCRN voit cela? C'est ça, non? Le PCN estime que vous n'êtes pas du Fundi dans la mesure où vous venez habiter le Fundi sans ne jamais vous intégrer dans le Fundi, sans ne jamais vous faire adopter par le Fundi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes Camerounais que vous voulez aller en Espagne, la première des choses pour voyager, vous apprenez la langue, non? Espagnol. Vous apprenez comment les gens se comportent là-bas, non? Pour que les premiers jours, quand vous arrivez, pour qu'on vous accepte, vous intégrer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Allô? Ok, je dis donc que vous êtes du Fundi à partir du moment où, là où vous êtes installé, vous acceptez ces gens, vous vous faites accepter par ces gens, eux-mêmes vous reconnaissent comme étant l'un des leurs, c'est tout.
Donc, nous croyons que la philosophie qui guide la politique de Libi Lobé, le littoral ou littoralien, sort totalement du contexte du fédéralisme communautaire. Ça n'a rien à voir avec le fédéralisme communautaire. Le littoral ou littoralien, en tant que philosophie, doit se poser la question de savoir qui est littoralien. On fait comment pour être littoralien? On peut être un enfant soit sawa, donc natif, soit on peut se faire adopter par les Sawa et en devenir un enfant, c'est tout. Dès qu'on est dans ces conditions-là, on est littoralien, c'est tout. Mais ce n'est pas ce que Elimbi Lobé vend. Elimbi Lobé appelle littoralien tout simplement si on est Sawa par la naissance et jamais par l'adoption. Donc ça sort du contexte du fédéralisme communautaire. Et maintenant, il y a une autre question sous-jacente. Comment le PCN va gérer cela? Non, moi je pense, de mon humble avis, que la seule manière de gérer la pluralité, c'est que le parti ne doit pas décider par le haut. Le parti doit, là où ces problèmes-là se posent, puisqu'on a des camarades qui s'identifient à toutes ces communautés, pardon, excusez-moi, parce qu'on ne peut exclure personne à investir pour que les listes soient efficaces, c'est tout. Je suis là, vous m'entendez? Allô? Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez, hein. Moi, je n'ai pas fini de répondre à cette question. Oui, je dis que la hiérarchie du parti n'a pas encore décidé. La hiérarchie du parti n'a pas encore décidé, mais ce que Enimi Lobevang n'a pas avec ce que le fédéralisme communautaire fait et dit. Et maintenant, ce que moi je propose, c'est que le parti, en décidant, demande tout simplement à la base, là où ces problèmes se posent, de lui proposer la liste, c'est tout. C'est tout. Il faut que la liste tienne en compte toutes les réalités qui nous permettent de gagner. Donc, les camarades qui travaillent, ils travaillent pour les ambitions. C'est normal que tout soit dans la liste et qu'on aille à la conquête du suffrage, tout simplement. Moi, je crois que le problème, c'est la position. Si le parti politique est sûr de gagner dans une commune, que les autochtones ou les natifs soient tête de liste ou pas, on va gagner. Le problème, c'est que on n'est pas sûr de gagner. Le PCN n'est pas sûr de gagner là où ces problèmes se posent, la commune. Donc, on est dans l'esprit du partage des sièges, du partage des voix. C'est pour cela qu'il y a problème. Et là, donc, chacun va être premier pour s'assurer que quand on ira au partage, c'est moi qui vais passer, les autres vont rester. Et c'est ça le seul problème. Donc, si on est sûr de gagner, vraiment, toutes les communautés sont dans la liste, tout le monde va gagner. C'est là on n'est pas sûr de gagner, que chacun veut tirer profit de la situation, de l'embouteillage, créer le flou pour aller. Mais le parti devra prendre ses responsabilités en amenant la base à lui donner elle-même la liste et l'ordre des candidatures pour aller aux élections. Le jour où je serai interpellé par le parti pour donner mon avis, c'est ce que je dirai. Je proposerai au parti et reviendrai au parti de décider. Ce n'est pas à moi de décider. Ça me rassure. Je ne sais pas si déjà être. J'ai deux perceptions, hein.
La première perception qui me traverse à l'esprit, c'est l'insulte. C'est-à-dire, il insulte les autres députés du PCRN, il insulte le PCRN. Et il donne comme l'impression que quand le président Cabral Libi n'est pas là, les autres ne valent rien. C'est une insulte grave. Ou bien quand le président Cabral Libi est là-bas, lui ne peut pas voir les députés du PCN pour leur dire que voilà un problème. Dites un peu à votre président quel est le regard que vous avez. Et je prends ça comme une insulte. Donc je ne crois pas que vraiment ça a voulu me sortir de moi. Heureusement que je n'avais pas été au courant de ce type de prise de parole. Le PCN n'a pas un député à l'Assemblée nationale. Nous en avons 5. Et ceux qui suivent l'actualité constatent que nos députés travaillent en complémentarité. Donc, si le président Cabral Libi n'est pas là et qu'il sait qu'il y a une question importante qui sera débattue, il dit à ses homologues du PCRN ce qu'il en pense, ce qui doit être dit. Généralement, il désigne qui parmi eux doit porter ce que lui, il a à dire. Donc, c'est une insulte. Maintenant, deuxièmement, quand il fait une focalisation sur le président Cabral Libi, je peux aussi prendre ça positivement en disant que voilà quelqu'un qui estime que lui n'est rien sans Cabral Libi. Donc, c'est une manière de dire que le Cameroun n'est rien sans Cabral Libi, tout simplement. Vous m'avez dit qu'on doit aller en 2 minutes. Oui, maintenant, je ne vais plus développer. Rassurez-vous, je serai direct. Je ne vais même plus développer. Je ne sais pas si on a déposé plainte contre Bertrand Mang, déjà. Ce Parlement vous dit des choses qui n'existent pas. Il faut qu'il y ait un peu de culture juridique, mais comme le temps ne s'y prête pas, les deux raisons qui nous ont amené Mang à montrer les preuves de ce qu'il dit, c'est que Mang est passé de 1 milliard pour revenir sur la mort en disant que c'est Kabara Libi, Jean-Louis Batoum, Fils Messier et l'autre qui ont tué Mirabel. Quand vous êtes un homme politique et on vous accuse d'avoir tué quelqu'un en disant qu'on en a la preuve, vraiment faites tout pour soit confirmer cela, soit l'infirmer. Donc, Bertrand Mank a été assigné parce qu'il fallait qu'il démontre qu'il a les preuves que Cabral Libi a commandité le meurtre de Mirabel Lingom et que ceux qui se sont chargés de l'exécuter étaient des Jean-Louis Batoum et autres. C'était la principale motivation parce que vous pouvez vous regarder le développement. Quand Jean-Bertrand Mang disait tout ce qu'il disait, les gens demandaient qu'il soit assigné et nous, on ne l'a pas fait. Mais quand il a introduit la mort, on l'a fait. Maintenant, en ce qui le concerne encore, c'est qu'il ne s'est pas limité à lui. Il y a eu d'autres personnes derrière qui ont relayé, qui l'ont reçu sur l'affaire du milliard. Donc, ce qu'on demande simplement à Mang, c'est soit de montrer que le milliard a été effectivement donné, soit de démontrer que le milliard n'a jamais été donné. C'est tout simplement ça. Le président a été toujours constant sur la question de Mang. Son but n'est pas d'aller mettre Mang en prison, c'est pas ça. C'est ce qui est fait de ce que Mang dit. Parce que souvent, il faut bien saisir les choses. C'est ce qui est fait de ce que Mang dit qui nous intéresse. Si Mang est fou et dit que le président Kabila a pris 1 milliard à l'occasion des élections et que cela passe comme les propos d'un fou, mais quand vous voyez les médias qui se disent sérieux, les journalistes qui se disent sérieux, qui reçoivent Mang et qui relaient cela en disant que ce que Mang dit est vrai, mais si vous laissez, c'est vous qui partez aux élections, vous devez amener les gens à démontrer que ce qu'ils disent est vrai pour que les gens sachent que c'est la vérité ou alors que ce soit le mensonge, c'est tout. Donc ce sont ces deux raisons principales. Il y a la mort où Mang dit qu'il a les preuves, il a œuvré quand cela se passait, il faut qu'il le démontre. Mais il y a aussi ce qui est fait par les gens des déclarations de Mang sur le milliard. Il faut donc que Mang apporte tout simplement ces preuves-là pour que tout le monde soit fixé, c'est tout. Donc, notre objectif n'est nullement de mettre Manque en prison, mais c'est qu'il faut que la vérité soit sûre, tout simplement. Non, j'avoue que je ne peux pas vous dire exactement, parce que je crois que ça, là, il faut que c'est elle-même qui vienne intervenir.
Mais je dois saluer son courage à embrasser les combats. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur la France. Mais c'est la France. Quand vous voyez donc un député du PCRN qui prend pour combat de dire que ce que la France fait dans les produits laitiers en ce qui concerne les nourrissons n'est pas bon, qu'il faut que cela soit réglé par l'État du Cameroun, ça doit nous renseigner sur la constance et le type de combat que le PCRN mène. Moi, je félicite tout simplement ce combat. Je crois que les résultats sont, les premiers résultats que moi je vois, c'est que ça a laissé personne indifférent au Cameroun. Tout le monde a été, tout le monde a aimé. Et ce n'est pas le seul combat d'ailleurs qu'elle mène depuis qu'elle est députée. Je crois que c'est le plus grand succès d'abord. Maintenant, qu'est-ce que les gouvernants en feront? Parce que ce n'est pas à elle d'aller taper les ministres qui sont en charge de régler ce problème, de le faire. Elle a fait son travail. Mais je crois que c'est un dossier qu'elle suit. Elle et moi, on n'en a pas échangé dessus pour que je vous donne le développement le plus récent. Je crois qu'elle serait mieux placée pour vous donner ce détail. Mais c'est un combat que tout le monde a aimé. Et tous les combats d'ailleurs qu'elle porte et que les autres députés du PCN portent à ce qui concerne la santé et la sécurité des Camerounais. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas membre de la task force parce que quand vous lisez ce texte, vous allez voir que les conclusions de la task force seront remises au bureau politique avec les suggestions pour voir ce qu'il y a de positif pour amender dans nos textes pour qu'on avance. Mais c'est une opération à saluer parce qu'il y a à la base, il y a plusieurs militants qui estiment à un moment donné que certaines choses sont mal faites ou bien ceux qui sont en responsabilité de les faire ne sont pas là, ne maîtrisent pas toujours ce qu'ils font. Donc, c'est dans ce sens que moi, je salue cette initiative et tout ce que je dis souvent à mes camarades, c'est que chaque fois qu'ils sont sollicités par la task force, qu'ils se rendent disponibles, qu'ils disent à la task force ce qu'ils pensent du fond de leur cœur parce que ce n'est que comme cela que nous avancerons. Donc, à un moment donné, chaque organisation a besoin de faire son adjournement, donc de faire sa mue et d'avancer. Moi, je fonde énormément d'espoir sur les travaux de la task force pour que, objectivement, on avance. Parce que quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps de vous évaluer. Le regard que les uns et les autres ont de ce que vous faites vous aide à mieux vous amender et à mieux avancer, ou bien à mieux vous rassurer que ce que vous faites, vous êtes sur le bon rail. Je suis un assimiste, un constant. Quand je dis une chose, je ne travaille pas en faux profil. Donc, ce que vous devez avoir comme preuve suffisante, c'est que je ne volue pas en faux profil. Je n'ai pas de faux profil. Donc, quand je dis une chose de cette envergure, je sais de quoi je parle. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, c'est vrai et c'est très vrai. Il n'y a rien à douter là-dessus. Moi, ma perception du cabralisme, c'est le courage. Moi. La perception du cabralisme que j'ai, la définition que je me fais du cabralisme, c'est le courage, c'est la détermination de faire de son pays le pays de ses rêves, puisque c'est possible au Cameroun, sans chercher à voir ce qu'on est, ce qu'on a pour le faire. C'est tout. Tout ce que moi j'ai du cabralisme. Parce que pour moi, le cabralisme est différent du libéisme. Le libéisme est le culte de la personne, de l'individu. Maintenant, le cabralisme est le culte des idéologies portées et véhiculées par un individu, tout simplement. Donc, le cabralisme, c'est ce que M. Cabral Libi se projette de son pays, qui peut être la projection de tout le monde,
et les moyens qu'il mobilise pour y arriver. Différent du libéisme, vraiment. C'est-à-dire, quand on dit biaïsme, pour moi, le biaïsme est différent du polisme, s'il existe. Donc, le cabralisme est différent du libéisme. Donc, le cabralisme, c'est une idéologie, c'est la perception qu'on a de sa société, de son environnement et du rôle qu'on a à mener pour que tout ça arrive. Je vous ai dit, moi, ce qui m'a fait entrer en politique, c'est tout simplement parce qu'il a dit, prenez votre destin en main. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne agir à votre place. C'est ça pour moi le cabralisme et ça s'arrête là. Donc c'est qu'il y a quelqu'un qui dit à un moment donné que le Cameroun peut être différent. Ça dépend de nous. Levons-nous, travaillons à ça et c'est ça qui va arriver. C'est ça. Je peux le définir de mille manières, mais ça reste la même chose au fond. Voilà. Je crois que peut-être ma réponse relève de la déformation professionnelle parce que je suis politologue de formation. J'estime, et dans tous les pays les plus développés, je vais prendre deux choses pour illustrer ce que je dis. Dans les pays les plus développés au monde, la théorie de renouvellement de l'élite politique a toujours prévu ces choses, au problème au niveau des quotas. Vous ne pouvez pas être au PCN, avoir la plus grande gradation au PCN et que vous estimez que votre enfant que vous avez fait ne soit rien dans la vie. Et le meilleur endroit où votre enfant peut s'épanouir tranquillement, c'est dans ce que vous faites. Le problème, c'est les quotas. Donc, si les quotas et la performance, voilà. Si Cabral Libi est président de la République demain, puis c'est le sens de votre question, si je suis appelé à le prodiguer les conseils pour décider pour l'implémentation, qu'est-ce que je pense? Je dirais président, c'est dans le fédéralisme communautaire déjà. Donc, c'est normal qu'il y ait reproduction de l'élite politique dans la famille. Ce qui est mauvais, c'est l'absence de performance et ce qui est mauvais, c'est l'appropriation de cela. Donc, toute société doit toujours se renouveler dans les nouveaux visages et les anciens visages et prôner la méritocratie. Donc, au Cameroun, là, actuellement, il faut que quand il y a un concours administratif, vraiment, on dit à ceux qui sont aux affaires que prenez 40% des places en nous donnant les gens qui ont le profil. Maintenant, les 60% de places, c'est les Camerounais qui n'ont personne pour renouveler la société. Donc, c'est ma position. Pour ça que je parle à des formations professionnelles. Parce que en France, par exemple, c'est du 30-70 jusqu'à plus récemment. C'est-à-dire ceux qui sont aux affaires ont 30% des places à renouveler dans la haute administration française et ceux qui n'ont personne là-bas ont les 70% de places. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la déformation professionnelle. Donc, je sors du sentiment pour dire ce qui est. Vraiment, je ne peux pas être député demain, ce que je prie Dieu qu'il me le permette un jour, et que je sois en train de dire à mes enfants que ne devenez pas députés. Ça n'a pas de sens. Mais je ne dois pas dire que seuls mes enfants doivent devenir députés. Il faut que ceux qui n'ont jamais eu de député dans leur famille aussi aient la possibilité de le devenir, tout en nous rassurant que c'est dans la méritocratie que tout cela se passe. Donc, pour ça que j'ai dit ça, la déformation professionnelle, ça n'a pas de sens que les gens soient en train de faire le bruit autour de cette affaire. Le bruit aurait eu de sens si cette fille n'avait pas le niveau, mais elle est administratrice des assemblées. Donc, elle a déjà fait sa carrière, elle a le profil de l'emploi. Donc, ce qui est mauvais, c'est que le président de l'Assemblée nationale ne recrute que ses enfants, ne nomme que ses enfants et qu'il ne nomme jamais les enfants des gens qui n'ont personne quelque part. C'est ce qui serait mauvais. Mais tant qu'il nomme ses enfants et permet aux autres aussi d'être nommés et que tous fondant sur la méritocratie, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous dire, vous avez ouvert cela comme digression. Si vous lisez mes travaux de mémoire, vous verrez qu'en 2014, il y a eu un problème au niveau de l'IRIC et on avait tendu la parole au professeur Maurice Kamto, étant même président du MSC à l'époque. Parce que le ministre Femme Dongo, dans ses sorties, souvent avait parlé de la méritocratie, quoi là. On avait demandé au professeur Maurice Kamto qu'est-ce qu'il en pensait. Il a passé le temps à dire que non, c'est un régime des combines. Dans mon mémoire, j'avais dit qu'il n'a pas le profil pour être président de la République parce que ce qu'on lui posait comme question, c'est que quand tu es président de la République,
comment tu règles cette affaire. Donc, pour moi, Cabral Libi, président de la République, demain, je dirais que vraiment, président, c'est normal que les nôtres, soit, s'il le mérite, a des responsabilités, mais on ne doit pas en faire l'exclusivité. Et malheureusement, au Cameroun aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires raclent tout et ne veulent pas céder aussi une marge aux autres pour qu'il y ait un bon renouvellement de la société. J'ai été long, mais peut-être il fallait que je dise ce que je pense au fond de moi sur cette question. Ok, bonsoir. Moi, voilà, beaucoup de choses ont été dites et il serait très malaisé pour moi d'être redondant. Moi, je voudrais tout d'abord te féliciter, toi, euh, d'où je viens, pour l'initiative que tu as bien voulu prendre en organisant ce panel. C'est bien, c'est toujours intéressant de permettre aux responsables de notre formation politique de s'exprimer sur des questions d'actualité et sur un certain nombre de choses, ce qui a été fait et d'ailleurs très bien fait. Je poursuis et la transition va me permettre de présenter tous mes hommages, hein, au camarade Félix Niek pour Merci. de s'être prêté au jeu et, euh, et de fort belle manière parce que déjà il a la ressource et ce soir j'ai bien appris que il est un professionnel du métier parce que je pense que dans notre pays, on a souvent pensé que la politique était un faux-tout. Et on a souvent oublié que c'était une profession et qu'il y a des professionnels de ce domaine-là. Donc, je me réjouis de ce que, au niveau de notre parti, nous ayons pris quand même la bonne habitude en désignant des personnes qui savent de quoi il en retourne, des professionnels, des personnes formées dans le domaine de la politique. Alors, moi, je voulais juste réagir à deux, trois choses qui ont été dites et je peux comprendre le camarade d'où je viens. Hein. Il se fait, comme il a dit, l'avocat du diable pour essayer de nous faire sortir les verres du nez. C'est une occasion qui nous est offerte de donner un certain nombre de précisions. Déjà, il faut qu'on arrête avec la confusion qui fait de la francophonie la France. Il faut qu'on arrête ça. La francophonie, ce n'est pas la France. La francophonie est une organisation, certes, où la France, historiquement, a une prééminence, eu égard au fait que la langue qui est parlée et qui est en commun partage au sein de cette organisation, soit relève de la France initialement, mais déjà le français n'est plus français, permettez-moi cette expression, parce que le pays dans le monde où il y a le plus de francophones, ce n'est pas la France. Ça peut vous surprendre. La plus capitale francophone, la plus grande capitale où on parle le français, c'est Kinshasa. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que la distinction honorifique qui a été donnée à l'honorable Kaval Libi l'a été, et je pense que les gens devraient le comprendre ainsi. Déjà, ça se passe en marge des travaux de la session de l'APF, qui est l'Assemblée francophone parlementaire, dont il est membre. Et quand il parle de ses mentors et qu'on fait un plan sur le très honorable Eton Hilarion, on comprend très bien que c'est bien dans le cadre de l'exécution d'un pan de ses missions qu'il est reconnu pour des motifs qui ont bien été explicités. Donc vraiment, il y a des amalgames qui doivent cesser d'être faits pour, somme toute, rajouter au discrédit illégitime qu'on voit à l'honorable Cabral Libi. Ça, c'est ce que je voulais dire. Bon, sur les autres points, le camarade a très bien évoqué les distinguos en précisant que le littoral au littoralien
étymologiquement, dans son sens premier, c'est comme on dirait, c'est un truisme, c'est-à-dire c'est une vérité de la palisse. C'est comme dire le Cameroun aux Camerounais. Vraiment, il n'y a rien de mal en ça. Maintenant, là où on peut questionner, c'est qu'est-ce qu'on met justement, comme il a dit, dans littoralien. Et je crois que les sociologues, les anthropologues nous ont bien démontré que si, de prime abord, est littoralien, celui qui l'est, ius solis par le droit du sang, c'est-à-dire que de père en fils, à travers sa filiation, il est de ce terroir-là. Il y a même dans nos traditions, dans nos cultures, des systèmes d'intégration, d'adoption des enfants venus d'autres contrées. Et donc, vu sous ce prisme-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que dans le cadre de la gestion des problèmes locaux, effectivement, un, entre guillemets, allogène ne pourrait pas s'impliquer. Déjà qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs strates où on peut s'impliquer dans la gestion de son territoire ou d'accueil ou de résidence. C'est pas forcément en étant le primus inter pares, parce qu'il faut qu'on pose quelquefois les mots sur ces mots-là. Il ne me semble pas que la question soit d'exclure de manière exclusive